les hôtes qui nous font confiance. Donc aujourd'hui, au sommaire, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe dans le marché de la location saisonnière en France, voir un petit peu comment tout ça se passe et les un peu pas forcément les actualités, mais un peu comment dire? Les trends et voir un petit peu les analyses qu'on peut en tirer et surtout comment, et bien faire, des opportunités, créer des opportunités à partir, d'une situation qui n'a pas l'air forcément très facile à 1re vue. Ensuite, on parlera un petit peu des voyageurs en eux-mêmes et ce qu'attendent les voyageurs en 2025 de la part de vous-même et de votre logement aussi et de votre communication et cetera. On va discuter un peu de tout ça. On finira avec des conseils pratiques, et évidemment à la fin de cet, enregistrement, vous pourrez, bien nous poser vos questions. J'ai déjà vu dans le chat, si vous ne pouvez pas assister à ça, ou si vous devez couper un moment donné et cetera, n'hésitez pas, il y a pas de problème, vous recevrez l'enregistrement, je crois dans demain ou dans les prochains jours, sûrement. Comment marche notre logiciel? Vous voyez, vous avez des icônes sur la partie droite, donc vous avez, par exemple, la deuxième icône en partant du haut avec un point d'interrogation qui est pour poser vos questions directement. Vous avez aussi un chat et vous verrez aussi alors la partie avec les statistiques, là, l'icône, avec le graphique, vous permet donc la troisième icône, vous permet, de répondre à nos sondages quand on va lancer un sondage. Donc on va lancer un sondage très, très vite donc ce sera là où vous pourrez, répondre. Donc, le marché, français de la location saisonnière, les défis et opportunités en 2025. Qu'est que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh bien, avec Smooboo, avec Yago, avec David, on voulait un petit peu parler des dernières nouvelles et donc j'ai été regarder un petit peu parce que la haute saison vient de se terminer et donc j'ai été regarder un petit peu dans, comment dire? Dans nos statistiques, dans nos bases de données, heu, et bien, que s'est-il passé en 2025 dans le marché de la location saisonnière en France? On est ravis de vous dire que Smooboo a encore grandi. Vous êtes de plus en plus de Français à utiliser notre plateforme et de ce fait, on vous remercie. Pour, la petite histoire, Smooboo, a comme second marché, le marché français, d'accord? Donc les Français, cocorico, vous représentez le deuxième plus grand marché, des utilisateurs après l'Allemagne, mais devant tous vos, petits copains européens comme les Italiens, les Anglais ou les Espagnols. Le marché français se porte très, très bien chez Smooboo et on vous remercie du fond du cœur. Donc à première vue, tout se passe plutôt pas mal, en tout cas pour Smoogoo, parce qu'on gagne, des utilisateurs français à un très bon rythme, donc toujours plus de Français sur notre plateforme. Par contre, et là, c'est là où on voulait un petit peu revenir aujourd'hui et là où on voulait peut-être pas tirer la sonnette d'alarme, mais quand même avertir, c'est que, eh bien, la croissance des réservations et la croissance des nuitées ne parvient pas à suivre la croissance des utilisateurs. Et donc, en simples termes, ce que cela veut dire, eh bien, c'est qu'en moyenne, nous voyons, heu heu, par appartement, 6 réservations en moins par an. Donc c'est calculé, sur la période, mi-avril, donc Pâques, jusqu'à, mi-septembre. On a arrêté les données, je crois, au 14 septembre, si je me rappelle bien, ou à peu près, jusqu'à la fin du week-end de la mi-septembre, pour les 2 années qu'on a regardées, donc 2024 et 2025. Et aussi 30 nuitées en moyenne, en moins par utilisateur, par listing pardon, Smooboo. Donc on a trouvé ça assez, significatif pour justement, et bien dire: «OK, il faudrait peut-être qu'on en parle, il faudrait peut-être qu'on donne cette information déjà aux utilisateurs français», parce que c'est quelque chose dont vous n'avez peut-être pas forcément accès, donc on a pensé que ça pouvait être intéressant. Et puis deuxièmement, on a pensé que, que ça pourrait vous intéresser pour bien prendre, des actions. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on vous a demandé à l'inscription, comment vous jugeriez, comment évaluerez-vous vos revenus en 2025 jusqu'à présent? Et je dois admettre que je suis très content de ces résultats puisqu'on a quand même, heu, on a quand même 56 plus 18 personnes, donc vraiment, la grande majorité des gens qui nous disent
qui jugent de 4 à 5. Donc 4 et 5 seraient, on va dire, très positifs et extrêmement positifs. D'accord? Donc je suis ravi déjà de voir que les utilisateurs Smoobu, en tout cas ceux qui viennent au webinar, ceux qui viennent à nos panels, sont des utilisateurs qui sont aguerris, qui savent certainement très bien ce qu'ils font et qui connaissent très bien leur business. Donc j'espère qu'on va pas être, trop basique pour vous. J'espère que ça le sujet vous intéressera quand même. Mais on a quand même, eh bien, parmi les gens qui se sont inscrits, des gens qui jugent la saison mauvaise, très mauvaise ou moyenne. Et je pense que, l'idée, c'est comme toujours d'en tirer un petit peu plus, d'avoir un petit peu plus de 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 viande sur l'os et et de pouvoir améliorer toujours un petit peu et même si c'est améliorer que de quelques pourcents chaque jour, on sait bien que, ça fait des merveilles sur le long terme donc voilà, je suis très content de vous avoir aujourd'hui. On va lancer un petit sondage et juste après, on va avoir la petite présentation, de notre ami, David. Donc on va lancer un sondage juste maintenant. Donc vous allez voir sur votre partie à droite, la troisième icône, heu vous allez avoir la question qui est donc: «Quelle stratégie avez-vous utilisé cette saison pour augmenter vos revenus par nuitée?» Premier choix: «J'ai augmenté mes tarifs». Deuxième choix: «J'ai proposé des options supplémentaires». On va revenir là-dessus d'ailleurs. Troisième choix: «J'ai optimisé mes réservations directes». Quatrième: «J'ai amélioré mon annonce, mes photos, description». Peut-être changer un peu de positionnement aussi, hein, ça peut tout peut être lié. Quatrième choix, 1, 2, 3, 4, 5e choix, pardon, j'ai utilisé des outils de tarification dynamique et enfin, le sixième et dernier choix, je n'ai mis en place aucune stratégie, spécifique, ce qui est aussi une façon des fois de de gagner. Donc je vais vous laisser quelques minutes pour répondre et je me tourne directement vers David. David, qui es-tu et comment as-tu lancé, donc tu es fondateur d'Yago, je crois et comment es-tu, arrivé à fonder Yago? Si tu peux nous en Eh dire un ben, petit peu. écoute, oui, bonjour, bonjour tout le monde. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis le fondateur de Yago, effectivement. Yago existe depuis 2019, lancement de la plateforme en 2020. Nous sommes principalement sur le marché français, marché français et métropole et hors métropole, avec des clients à La Réunion, Guadeloupe, Martinique, mais aussi un peu partout en Europe. Moi, en fait, je viens de la. Alors, j'ai une casquette assez technique parce que je viens de la finance de marché. J'ai fait toutes mes classes dans la finance de marché, dans les salles de marché pour les grandes banques de merge and acquisition. Et en fait, je suis tombé dans l'écosystème de la location courte durée, moi-même ayant été propriétaire de plusieurs biens, ayant cherché des outils pour mettre ces biens en location et ayant déjà en 2017 cette problématique de répondre aux sollicitations des voyageurs. Et donc, comme les cordonniers étant les moins bien chaussés, j'ai essayé de chercher sur le marché un outil qui pouvait répondre à mes exigences. Et en fait, n'en ayant pas trouvé ou n'en ayant pas trouvé en francophone, j'ai décidé à cette époque-là de créer Yago pour répondre en fait à mes propres besoins de propriétaire et de pouvoir justement avoir un outil qui me permettait en complément de channel manager ou de PMS de répondre à des problématiques. Et on peut voir un petit peu sur la couverture de Yago en termes fonctionnels qui répond justement à cette problématique voyageur. Voilà d'où je viens pour ceux qui ne me connaissaient pas et qui ne connaissaient pas la plateforme Yago. Non, beh, génial et donc Yago en lui-même, votre entreprise, elle est basée où exactement? C'est en France, c'est ça? Alors, on est basé en France, principalement autour de Paris, mais on est une entreprise en full remote où on a des gens qui sont autour de la France, la plus éloignée étant à Marseille, mais le gros de la troupe étant autour de Paris. D'accord, d'accord, je comprends très bien et c'est vrai que vous avez la particularité, d'être assez présent, sur, tous les événements et cetera, donc c'est assez simple finalement de vous rencontrer. Vous êtes un Oui, peu tout sur à la fait. route tout le temps, quoi? Ouais, tout à fait. On est sur la route tout le temps parce on aime être au contact de nos clients, être au contact de notre métier parce que c'est ce qui fait aussi la richesse. On a beau en fait faire votre métier par procuration, mais rien de mieux en fait que le bouche à oreille et le one to one pour justement
prendre les tips, prendre les demandes, prendre la température un petit peu de ce qui est urgent à mettre en place et les trends, comme tu le disais tout Mmh. à l'heure. Et en Ouais. fait, pour nous, le meilleur moyen d'être proche de nos clients et de nos prospects, c'est justement de les rencontrer sur les différents salons. Et les différents Ouais. salons, on fait une dizaine de dates par an et on essaye de résillonner un petit peu partout en France. D'accord, d'accord. Non, bah, très intéressant. Donc voilà, si vous avez, des questions à poser à David, n'hésitez pas à lui envoyer un mail, mais sinon vous allez directement le Prochaine, voir et puis prochaine étape, prochaine étape au Scale Paris le 26 et 27 novembre au village de Bercy, au Salon de l'Aveyron organisé par Marie Pestinet. d'accord, bah, écoute, super, nickel. Merci beaucoup, pour cette petite intro. J'espère que les gens connaissent déjà Yago ou en tout cas, vont apprendre à vous connaître parce que votre outil en vaut, vraiment la peine. Donc on a les questions, les réponses pardon de notre petit sondage rapidos, je vois donc pas mal de gens qui nous disent alors on a 2 personnes déjà qui nous disent avoir augmenté leurs tarifs, donc ça bon c'est un petit peu normal suivant votre positionnement et puis, suivant l'inflation et cetera, c'est assez courant. Mais on a quand même pas mal de gens qui nous parlent de réservation directe. Donc j'ai optimisé mes réservations directes ou avoir amélioré les annonces, les photos, les descriptions et cetera. Donc peut-être avoir changé un peu peut-être le positionnement sur Airbnb, comment on se présente et cetera et aussi avoir essayé des réservations directes. Donc ça, je trouve ça très intéressant et aussi 2 personnes qui nous ont dit d'avoir commencé à utiliser des outils de tarification dynamique, ce que je trouve, primordial, on va dire et ça fait toujours partie des outils que nous, on recommande vraiment quand on parle d'optimiser, autant son taux d'occupation comme, optimiser, eh bien, le prix à à la nuitée. Donc merci à tous d'avoir répondu. Heu, David, moi, j'ai une question, heu, j'ai une petite question d'abord, David. Je t'écoute. On a, quand même de plus en plus de locations de courte durée. Il y a une bagarre féroce sur les plateformes et donc les les voyageurs ont de plus en plus de choix et un choix assez ample, on va dire, quant aux différentes locations proposées sur ces mêmes plateformes. Qu'est-ce que tu penses, que les voyageurs recherchent le plus quand ils comparent, par exemple, 2 listings, sur ces plateformes? Non, c'est une bonne question. Et en fait, ça rejoint un peu le constat que tu as fait sur les chiffres que tu nous as présentés 2024 versus 2025. Je pense qu'il y a plusieurs lectures à y voir. Il y a plusieurs hypothèses justement sur le nombre de nuitées en moins et le nombre de réservations en moins. Je pense que l'un des facteurs, c'est la concurrence. Effectivement, il y a de plus en plus de listings. Et en fait, le taux d'occupation, garder un taux d'occupation constant entre une année sur l'autre, là où en fait dans le marché viennent s'introduire de plus en plus de listings en concurrence des nôtres, est d'autant plus musclé pour justement garder ce ranking. La bonne nouvelle sur notre lecture sur le sondage, c'est de voir que les revenus n'ont pas été entachés par cette baisse de réservation. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Et je pense qu'effectivement, c'est certainement dû à des stratégies ou des pricing dynamiques qui ont été mis en place. Mais pour revenir à ta question du voyageur, effectivement, le voyageur va avoir effectivement devant lui beaucoup plus de choix. Et en fait, lorsqu'il va faire un choix, il va falloir pouvoir, en tant que property manager, se démarquer sur ce choix pour justement le faire venir dans notre logement plutôt que dans le logement du concurrent. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le prix. Et la preuve en est, c'est que les statistiques nous disent qu'effectivement, avec moins de nuitées, j'ai fait plus de gains. Ou Mmh. j'ai maximisé mes gains. Donc, effectivement, je pense que à l'époque où on se battait sur les prix, ce n'est plus aujourd'hui la bataille des prix, bien que le prix reste frontalement un argument de vente ou un argument de décision. Mais je pense qu'aujourd'hui, le voyageur veut plus que ça. Et dans plus que ça, effectivement, ça passe par, je sais plus, la directrice de Booking.com la dernière fois, quand elle faisait une présentation, nous disait que la décision, que ce soit sur mobile ou sur desktop, lorsqu'un voyageur va choisir sa réservation, il reste 3-4 secondes sur les photos. Mais ces 3-4 secondes, ces 3-4 premières secondes sont hyper importantes sur la décision du swipe ou du non-swipe ou de rester et d'aller chercher l'intérêt. Je pense que l'un des premiers critères, c'est d'avoir des super photos qui mettent en valeur le bien. Maintenant, tout le monde le fait, ou de plus en plus de personnes le font, et ce ne sera pas le seul critère différenciant. Je veux dire par là que c'est un des critères aujourd'hui, c'est plus du luxe que d'avoir des belles photos,
c'est un Mmh. must-have puisque si on n'a effectivement pas les belles photos qui vont, on va vraiment avoir du mal à faire venir notre voyageur. Et je pense que derrière, le voyageur, en fait, veut de plus en plus vivre une expérience. Et au-delà de cette expérience, il veut retrouver le confort qu'il a pu retrouver au travers des différents hôtels ou des différents standings qu'il a pu rencontrer, que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, choisir une location courte durée, c'est une promesse de trouver une vraie histoire en fait derrière le logement. Ça passe par le branding, ça passe par le nom du logement, ça passe par les options qu'on va pouvoir proposer, que ce soit le petit déjeuner, que ce soit un early check-in, un late check-out. Plus on va offrir de services autour ou une promesse de service non pas obligatoire, parce que là, effectivement, la politique de transparence d'Airbnb a été claire. Il ne faut pas contraindre le voyageur Mmh. à avoir des services payants, mais justement lui proposer un panel de services tel qu'il peut l'avoir lorsqu'il réserve dans un club ou dans un hôtel. Et je pense que la différence aujourd'hui, la première, c'est la photo, puisque c'est elle qui va déterminer le premier intérêt du voyageur. Et la deuxième, en fait, c'est de lui promettre une vraie expérience dans le logement qui va au-delà des quatre murs ou voilà, des différentes chambres dont il a besoin. Ouais, très très intéressant et c'est pour compléter ce que tu disais sur Booking, ce que tu avais dit Booking et les vraiment les 3-4 secondes au début et cetera. Booking était venu chez nous aussi, et ils nous avaient fait part de leur expérience un petit peu de comment optimiser son listing, comment s'en sortir mieux et cetera. Parce que c'est vraiment le sujet clé qui intéresse et qui nous intéresse en tout cas et par exemple, ils montraient bien qu'en fait la description n'était même pas lue. Donc ça, c'était très intéressant, parce ils avaient fait avec des sujets, ce qu'on appelle le eye tracking, donc ils traquent vos yeux sur un écran et voilà, ils regardaient, bah, voilà, faites un booking et cetera, faites une réservation et les gens ne passaient même pas sur la description et ils regardaient, juste alors ils regardaient la note, ils regardaient les photos et puis, un peu sur la carte où ça se trouvait, mais c'était jamais la réservation et comme tu disais, la décision de rester ou non sur l'annonce se fait en quelques petites secondes donc voilà, on n'a pas forcément conscience, mais c'est vraiment sur des détails et moi, j'avais envie d'ajouter un petit truc sur ton 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 cas, c'était aussi que, j'ai l'impression que quand on connaît pas bien une région, ou par exemple une ville ou même région, je parle de peut-être d'un continent et cetera, on n'a pas forcément idée de ce qu'on peut avoir pour le prix. Heu, Par exemple, peut-être, dans mon budget, j'ai en fait dans cette région du monde, dans ce coin, j'ai par exemple accès à des logements avec des jacuzzis, partout, heu et donc heu une chose, moi, que je regarde, c'est si les gens ne font pas attention à ce que font leurs voisins, ça peut être très, très, très dramatique pour eux parce qu'en fait, tu ne tu ne fais pas de compétition avec, Je crois qu'on a perdu Nicolas. Donc, je vais reprendre la main. Oui, effectivement, sur la partie pricing, mais c'est là où des outils de pricing dynamique deviennent très intéressants parce que mmh, justement, Ah, tu es revenu. On t'avait perdu un petit peu. Ça marche. Non, non, je complétais avec justement les outils de pricing dynamique vont aider justement à voir ce que fait les voisins et à anticiper tout événement microscopique ou macroscopique. J'ai des exemples en tête où j'ai des PM qui ont ouvert leur calendrier un peu trop tôt sur la Coupe du monde de rugby, qui avait complètement oublié que la Coupe du monde de rugby aura lieu dans un an et demi, qui se sont vus prendre des réservations tiers du prix ou au quart du prix de ce que ça pouvait valoir réellement et qui ont eu un vrai manque à gagner. Et parfois, il y a des anecdotes sur des événements microscopiques tels que des mariages. En fait, on les anticipe pas, mais un mariage de 200, 300 personnes qui arrivent dans un village, ça fait tout de suite une forte demande. Et si on n'est pas au bon prix, on a un manque à gagner certain qui peut justement nous passer sous le nez. très bon segment pour ma prochaine question qui était: quelles sont les erreurs les plus communes que toi tu vois chez les autres? Donc, quand vous faites les onboarding et quand vous regardez un petit peu ce qui se passe, chez vos clients, quels sont je vais pas dire le top 10 des erreurs, mais vraiment les quelques petites erreurs, dont tu nous parlais là déjà de pas forcément utiliser de prix dynamique, de manquer des événements et qu'est-ce que tu vois d'autre?
Moi, les erreurs, en fait, la plus grosse erreur que je vois très fréquemment, c'est de penser que le séjour, enfin que l'expérience va commencer, à partir du moment où la personne va rentrer dans l'appartement jusqu'à son départ. En fait, l'expérience, elle est à prendre dès la réservation ou la pré-réservation. C'est-à-dire que tout à l'heure, on disait effectivement, le choix des photos est très important. Alors une des erreurs aussi classiques, c'est, j'ai un chalet à la montagne, je mets des photos de mon chalet en hiver. En fait, en été, je vais avoir un petit peu moins de projection de mon voyageur qui va se projeter sur des photos en hiver et vice versa. D'avoir des photos de son chalet en été, la personne va moins se projeter quand elle va être en période de sport d'hiver. Donc, au-delà de la belle photo, il y a aussi la photo saisonnière qui va Mmh. contextualiser un petit peu la prise de décision sur. Alors, je sais qu'il y a certains moteurs qui le font en fonction des dates recherchées, qui vont changer les photos, etc. Mais c'est important d'avoir, voire même d'avoir deux annonces différentes, l'annonce été, l'annonce hiver, etc., avec des Mmh. calendriers un peu différent. Au-delà de ça, c'est moi je pense que la communication est clé. C'est-à-dire que la communication, c'est pas juste au moment où on va demander où est-ce que je récupère les clés ou on va demander quel est le bon resto à faire à côté. C'est dès la prise de réservation d'avoir en fait une fluidité, c'est-à-dire que je me mets à la place d'un voyageur. Si je pose une question, ne serait-ce que où est-ce que je vais pouvoir me garer, où est-ce que le jacuzzi, où est-ce que la piscine est chauffée l'été, l'hiver, etc. Si en fait j'ai un autre qui va me répondre dans les 2, 3, 4, 5 heures, bah, peut-être que l'autre concurrent m'a répondu dans les 5 minutes. En fait, j'ai déjà fait mon choix parce qu'effectivement, lorsque la communication est fluide dès le départ, on s'imagine en tant que voyageur que bah, en fait, ça va être assez facile, la relation va être facile et dès que je vais avoir un problème, si jamais j'en ai, je vais avoir quelqu'un qui va être là à mes côtés. Encore une fois, on est dans la professionnalisation de la location courte durée. Et plus on va se côtoyer ou rejoindre un peu les standards de l'hôtellerie, plus on a de chance, en fait, voilà, de mener à bien une expérience auprès de nos voyageurs. Derrière, il ne faut pas oublier que soit on peut miser sur une fidélisation de notre voyageur, parce que peut-être que en fait, il aime l'emplacement et il va revenir avec ses familles tous les ans parce qu'il adore. C'est le cas du ski, c'est le cas de la mer, on est familier à un environnement et le cas échéant, on peut revenir. Et si même il n'a pas envie de revenir, c'est aussi auprès de son entourage de parler de l'expérience qu'il a pu avoir et non pas fidéliser le voyageur qui va lui-même revenir en personne, mais sa famille, ses amis proches, etc. En disant, j'ai eu une très belle expérience, etc. Et en fait, l'erreur aussi, c'est de surestimer l'impact que peut avoir Airbnb au Booking. C'est indéniable, ils sont là, ils sont là, ils seront toujours là et ils ont leur place, etc. Mais c'est de sous-estimer l'impact que peut avoir son propre branding. Et en fait, Mmh. son propre branding, c'est de justement par rapport à la note concurrentielle, on disait tout à l'heure les photos, je vais swiper ou je vais pas swiper, mais en fait, si j'ai trois appartements qui s'appellent joli appartement proche de la gare, Netflix et Wi-Fi, Mmh. je fais pas la distinction entre les trois. Et en fait, si je vais avoir quelque part un nom un peu plus poétique, un appel d'une certaine marque ou d'un certain univers, bah, peut-être que cet univers, je vais m'y rapprocher en fait avec une affinité juste poétique ou voilà, je me reconnais dans ce branding-là et donc je vais Mmh. justement plus aller vers cette chose-là. Donc, Et la oui, France, désolé de te couper, mais la France, le terroir français et les régions, françaises, regorgent quand même, d'histoires à raconter, maintenant, de faut pas hésiter à brander là-dessus aussi, quoi. Faire votre image de marque sur quelque chose qui s'est passé dans la région, qui va attirer les voyageurs et cetera et cetera. C'est vrai que le on est peut-être en train de dépasser l'époque où on avait, comment dire? Des logements Airbnb qui sont un petit peu, agencés comme des chambres étudiantes avec du IKEA et pas trop cher pour, que ce soit fait rapidement. On est peut-être en train de passer à la vitesse supérieure ou en tout cas peut-être que dans votre coin, encore une fois, regardez la concurrence, c'est primordial. Prenez du temps, pas tous les jours, mais assez souvent pour regarder ce que font vos concurrents parce que bah, vous avez peut-être des concurrents qui sont passés un petit peu à la vitesse au-dessus en termes d'image, en termes
d'imagination, et cetera. Et c'est vrai que ça fait la différence et souvent, ces gens-là peuvent se permettre même de mettre le logement peut-être 10 ou 20 plus cher et ils vont récupérer peut-être même plus de réservations que vous, alors qu'ils sont plus chers, juste parce qu'ils ont fait appel à nos émotions, à notre envie aussi, voilà, de prendre un petit séjour et de s'oublier, pendant un week-end ou 4-5 jours, quoi. Il y a de plus en plus de logements à thème. Mmh. Je vois, il y en a un qui cartonne énormément. Il y a pas longtemps, il a été médiatisé, mais il y a quelqu'un autour de Disney qui a fait un appartement. Enfin, il a 3 ou 4 appartements et chaque appartement a un thème. Alors le thème Buzz l'éclair, le thème Cendrillon, le thème. Et en fait, les gens qui n'ont pas les moyens d'aller dans le super hôtel de Disney parce que la nuit elle est à 500, 600, 700 balles, en fait, ils vont dans ces chambres à thème parce que ça poursuit l'expérience Tout à fait. qu'ils ont vécue avec leurs enfants. Et on retrouve au bord de la mer quelqu'un qui va être, qui a fait l'intérieur de bateau. Voilà, Mmh. la thématisation en fait du logement va justement faire que la photo va être un peu inédite lors du scrolling et de la recherche du séjour. Et effectivement, on va passer devant la concurrence parce qu'on a quelque chose d'un peu atypique Mmh. qui va paraître en fait un copier-coller des meubles Ikea que je vais pouvoir trouver dans les 3, 4 annonces. Et en fait, ils vont paraître insipides par rapport à quelqu'un qui a mis soit, comme tu le dis, le terroir ou soit l'environnement dans lequel il vit un peu en exergue et montrer un petit peu que dans un logement, on peut aussi avoir un univers. On est à une époque de l'Instagrammable. Plus Mmh. on va rendre notre décoration un peu jolie, etc. Bien sûr, ça demande un investissement, mais je pense que l'investissement à moyen terme est payant parce que justement, ça nous permet, au-delà des algorithmes, que au premier coup d'œil, on devient un petit peu unique et on a une vraie promesse d'une vraie expérience qui va être vécue tout au long du séjour. Ouais, et petit point non négligeable, c'est vrai que quand on est unique, au premier coup d'œil, que ce soit par le nom ou par les photos, c'est tout de suite beaucoup plus simple de nous retrouver par les, moteurs de recherche comme Google et cetera, parce qu'il y en aura certainement pas 2 comme le vôtre, des logements ainsi. Donc, c'est pas négligeable, surtout pour ceux qui cherchent à optimiser un petit peu les frais de plateforme et cetera. Tu nous parlais tout au début, David, de la réponse, rapide, s'il y a une question et cetera, d'être là un petit peu pour choyer nos comment dire? Voyageurs. Nos réservations potentielles. Et donc, et qu'est-ce que ça implique quand tu utilises, des outils comme Smoobu, comme Yago et cetera? C'est est-ce que nous, par exemple, avec, en prenant notre intégration, est-ce qu'on est capable de fournir ce genre d'informations de façon automatique et rapide comme cela? Alors, c'est une vraie question. C'est une vraie question que les gens mettent parfois, enfin, qui est un peu obscure parce que là, on rentre un petit peu dans le côté technique des intégrations des différentes briques logicielles que l'on a à notre disposition. Mais en fait, il faut se rendre compte que derrière toutes les promesses d'un PMS ou d'un channel manager, la vraie promesse de la fluidité de tout ce dont on parle dans le processus et dans la vie d'une réservation, ça passe par le double booking. C'est la première crainte de tout le monde. C'est justement d'avoir 2 voyageurs qui se chevauchent et dont on a confirmé la réservation. Donc la double réservation, c'est quelque chose de c'est plus un luxe, enfin ça fait 5 ans qu'on le subit. Dès lors qu'on va aller sur une deuxième plateforme, bien sûr, quand on est monoplateforme, c'est pas un souci. Dès lors qu'on va vouloir se diversifier sur diverses plateformes, et encore une fois, pour augmenter son gain enfin sa chance d'avoir un taux de remplissage, c'est bien aussi de se mettre sur diverses plateformes parce qu'en fait, le voyageur Booking n'est pas le voyageur Airbnb, le voyageur sur d'autres, du Cdiscount, du voyage privé, du Plum Guide ou des niches un petit peu sont pas les mêmes topologies de voyageurs. Donc voilà, si on a un bon taux de remplissage avec Airbnb, effectivement, pas besoin d'aller sur un autre OTA. Mais si justement on veut maximiser ses chances de remplissage, c'est bien aussi de faire de la multidiffusion. La rapidité, en fait, c'est plus un luxe, c'est une nécessité, c'est plus un confort. Le voyageur aujourd'hui, enfin, je pense qu'il y a eu il y a eu l'avant Covid et l'après Covid. Il y a eu aussi Mmh. le changement des mœurs, le changement de génération.
où en fait aujourd'hui tout le monde est sur une consommation rapide, une consommation immédiate. C'est-à-dire que voilà, c'est la consommation TikTok, c'est je prends, je swipe, je parle, je vois, je vois. Et en fait, si en face de moi, j'ai quelqu'un qui ne va pas être parler des réponses, etc., je vais pas pouvoir justement le satisfaire et rentrer un petit peu dans dans ce qu'il attend comme property manager. Et derrière, en fait, même avec la meilleure volonté d'un property manager ou d'un loueur en courte durée, si j'ai pas les bons outils pour me permettre de faire ça, en fait, j'ai beau avoir la volonté, je vais jamais pouvoir mettre ça en place. Mhm. Et en fait, techniquement, si aujourd'hui ma réservation, je l'ai que toutes les heures, on a parlé, je ne sais pas si les gens sont familiers, je vais parler un petit peu de choses un peu plus techniques, mais quand on parlait à l'époque des ICAL, des channel managers qui étaient basés sur des ICAL, les ICAL, il faut savoir que le taux de rafraîchissement, c'est toutes les 6 heures. En 6 heures, il se passe énormément de choses. Aujourd'hui, si vous êtes sur un marché un petit peu tendu, sur un centre-ville, sur une zone urbaine, ou si on parle des vacances de février à la neige ou des vacances d'août sur PACA, on est sur des taux de remplissage qui peuvent, sur une certaine période, il suffit d'une pub à la télé où il fait beau, on est en plein hiver, on a envie de vacances, tout le monde va se ruer sur les channels, enfin, sur les OTA pour justement aller booker ses prochaines vacances. Si on n'a pas l'outillage qui nous permet justement d'être réactif, bah, en fait, on va passer derrière tout le monde et on va avoir justement un service dégradé, non pas parce qu'on n'a pas la volonté de le faire, c'est juste parce qu'on n'a pas les bons outils. Et en fait, la meilleure, je vais vous prendre un cas de figure qui nous arrive de plus en plus sur tous mes clients qui sont dans l'ultra urbain. J'ai de plus en plus de cas où en fait, j'ai ce qu'on appelle les last minutes, les réservations Mhm. last minute, où en fait, Donc les gens qui prennent la réservation, vraiment, ils sont déjà en train de conduire dans la ville et ils ils sont sont... quasi. Moi, j'ai déjà eu des voyageurs qui étaient dans un quartier de Paris. Ils disaient, voilà, je suis dans le 15e. Qu'est-ce qu'il y a comme, ah bah tiens, c'est l'immeuble d'en face, je réserve. En fait, qu'est-ce qui attend à ce moment-là? Bah, c'est la remise des clés ou le fait qu'on lui donne le code pour en arriver, le code de la serrure pour l'arrivée autonome. Et si en fait, j'ai un taux de rafraîchissement à 6 heures ou à Mhm. 1 heure ou au mieux à une demi-heure. Ouais, même une demi-heure, on est déjà trop tard. Même Même une une demi-heure, demi-heure, on on est est déjà déjà trop trop tard. tard. On crée déjà de la frustration alors que la personne n'est pas encore rentrée dans le logement. Ouais, Donc, en tout à fait, fait. avoir les bons outils, les bons outillages qui vont vous permettre, et je parle en conséquence, en connaissance de cause, parce que je viens du monde de la finance où la microseconde est super importante. Mais en fait, je me suis rendu compte dans la location de courte durée qu'en fait, plus on va tendre vers le temps réel, meilleur le service va être que l'on va pouvoir donner à nos voyageurs. Et justement, dans des cas un petit peu extrêmes, mais ces cas extrêmes là où ils étaient anecdotiques il y a 4 5 ans deviennent de plus en plus réels. J'ai de plus en plus de clients qui font face à des réservations dernièrement. Mais nous, d'ailleurs, c'est quelque chose, nous, qu'on voit sur... et pas que nous, hein, pas que nous, parce que c'est des choses que nous disent Booking.com, que nous disent Airbnb, que nous disent les clients aussi, c'est que les séjours sont de plus en plus courts. Donc, il y a quand même des habitudes de réservation qui changent par rapport peut-être aux grandes vacances et les comment dire, une fois les voyages les Et vacances même d'hiver et les vacances aujourd'hui, d'été, quoi. aujourd'hui, à en parler avec des agents immobiliers, Mhm. des gens qui faisaient de la location courte durée bien avant Airbnb, en fait, ils ont lui été habitués aux locations samedi samedi. Ouais, Il y a un standard en France depuis des années. tout à fait. Et en fait, de par les RTT, les changements d'habitude de vacances, les gens qui vont partir plus tôt le vendredi que le samedi pour pas avoir les bouchons, et aussi pour Les gens maximiser qui n'ont pas d'enfants. des gens qui n'ont pas d'enfants, maximiser son taux de remplissage. J'ai dû ouvrir mon calendrier. Ils ont dû ouvrir leur calendrier à des séjours beaucoup plus courts parce qu'ils Ouais. s'apercevaient que si les gens ne venaient pas du samedi au samedi ou si quelqu'un venait du samedi au dimanche parce qu'il voulait profiter d'une journée de plus, bah, ils ne pouvaient pas réserver derrière leur calendrier sur la moitié de semaine d'après. Et donc, ils ont eu des habitudes qui ont changé. Et effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus de réservations qui sont plus courtes. Et qui dit plus court dit quelqu'un qui est un peu pressé. Il y a aussi des gens qui se sont rabattus de l'hôtellerie, qui avaient vraiment l'habitude d'être sur Booking.com pour booker des hôtels en cas de déplacement professionnel, qui aujourd'hui, en fait, ont dans leur choix des locations courte durée, des appartements, des studios qui peuvent justement mettre à disposition. Et là, le mode de consommation
est un peu comme à l'hôtel où je vais avoir une réservation d'une nuit, 2 nuits, 3 nuits, parce que je suis en déplacement professionnel. Ouais. Oui, et c'est là où la finalement des pour conclure un petit peu, c'est là où aussi la technologie que propose Yago, que propose Mobu, que propose plein d'autres, parce que des outils, autour de la LCD, il y en a des paquets, il y en a un paquet. C'est là où ça vous permet en fait finalement de copier un peu les habitudes que enfin, copier les hôtels, certainement à moindre coût parce que les logiciels hôteliers sont dans une autre gamme de prix. Mais La ce même que je veux gamme. dire, c'est que ça vous permet en fait de jouer un petit peu à armes égales et de proposer un service de qualité, heu, qui est vraiment ce qu'attendent maintenant les voyageurs, depuis quand même quelques années. On le voit, tu parlais de l'après Covid, je pense que c'est un bon point de bascule, sur tout ça. Et donc une question pour toi et surtout sur Yago. On voit que l'automatisation, c'est essentiel et moi, je vois que vous êtes beaucoup, comment dire? Appliqué sur tout ce qui va être, la partie donc heu, arrivée sur le logement. Je vois que vous avez fait du check-in, vous avez bien poussé tout ce qui va être ce qu'on appelle nous en anglais les upsells, hein, tout ce qui va être les ventes additionnelles autour de votre hébergement. Est-ce que tu peux nous guider un petit peu sur les dernières nouveautés de Yago et ce que, vous permettez à vos hôtes, de mettre en place assez facilement? Alors effectivement, Yago a bien évolué, depuis sa naissance, 2020-2021 où en fait, notre première bataille était, le livret d'accueil digital. En fait, c'était, d'être, d'offrir en fait un espace voyageur à nos voyageurs, unique où il va pouvoir retrouver, ses informations, sa réservation, tout ce que le property manager a pu mettre à disposition en termes de guides, de recommandations, de numéros utiles, que ce soit des guides, voilà. On demande aussi, à nos PM de faire, l'effort de tutoifier un petit peu le parcours voyageur Mmh. et Ouais, et de prioriser en fait la prise de vue, vidéo plutôt que d'avoir des longs textes. Aujourd'hui, en fait, le voyageur, ce qui a changé aussi entre, il y a 10 ans, il y a 5 ans et aujourd'hui, c'est que le voyageur, on a beau lui envoyer un mail très détaillé avec tout le process, de comment venir prendre les clés et cetera et cetera. Aujourd'hui, un voyageur ne lit plus. C'est-à-dire qu'il va garder 10 de la première ligne. Il en oublie en fait l'adresse, l'heure, à laquelle il doit venir et cetera et en fait, j'ai eu des clients qui étaient un petit peu réfractaires à ça. D'ailleurs, on a fait un webinaire il y a pas très longtemps avec ce client-là qui disait, «Vous m'avez forcé, au début, j'y croyais pas. Je pensais que plus j'allais écrire, plus il allait lire et plus il allait se satisfaire de toutes les informations que je on mettais.» en a des clients comme ça, on va te les envoyer, pour que tu leur expliques. Et en fait, on lui disait: «Non, en fait, ce qu'il faut que tu rappelles à ton voyageur, c'est qu'en fait, tu vas lui rappeler juste une chose, c'est l'URL à laquelle il va pouvoir consulter son livret d'accueil et de lui dire: "Écoute, toutes les informations dont tu vas avoir besoin, c'est ici".» Et en fait, plutôt que de lui répondre ou de l'envahir d'informations, on va lui mettre Ouais, à disposition tout un tas d'informations qu'il va pouvoir consulter, heu, à sa guise. Donc ça, c'était, on va dire, notre fer de lance, sur les 2 3 premières années et en ouais. fait, on s'est vite rendu compte donc ça, encore une fois, pour maximiser les chances de rétention, moi, j'ai des gens qui avaient, au tout départ, utilisé des livrets d'accueil juste pour faire de la réassurance. Il y avait en fait, à une certaine époque, les voyageurs bookaient, comme il y a une politique d'annulation à 8 jours, qui était gratuite, les gens prenaient des options, des espèces d'options. Ils bookaient 4 5 trucs et en fait, annulaient 4 pour en garder qu'1. Et en fait, ce qui faisait la différence, lui, il l'avait vu, en fait, en mettant le livret d'accueil disponible dès lors de la réservation, les gens avaient une projection dans le logement, Ouais. il les réassurait. Il y a même des clients qui faisaient, des visites 3D. Il y a des outils, Matterport, Mmh. Giraffe, qui font des visites 3D et qui permettaient d'avoir en maison de poupée la modélisation en fait de l'appartement ou de la maison. Et les gens étaient dans une immersion totale dès lors qu'ils avaient réservé. Alors là, on ne parle pas de la pré-réservation, on parle de l'après-réservation. Donc tout ça, on l'a mis en place et ça a vraiment marché. Et en fait, derrière, on s'est aperçu que pour avoir un bon voyage et une expérience optimale auprès de notre voyageur, c'est pas juste en fait lui donner l'information qu'il a besoin. Alors bien sûr, on va traduire dans sa langue, il va l'avoir avant d'arriver dans le logement. Parce que la question classique, c'est où est-ce que je me gare? Et si je trouve l'information sur la table du salon au moment où je suis rentré dans l'appartement, il est trop tard parce que je me suis déjà garé.
Mais encore une fois, on sécurise un petit peu toutes les informations qu'on va lui donner en fonction est-ce qu'il a déposé sa caution, est-ce qu'il a fait son Mmh. check-in online, etc. On a tutoifié un petit peu tout ça. On lui permet voilà, de déposer sa caution, de récupérer les clés, de récupérer les codes des clés, tout ça toujours dans un même univers et il n'en sort pas, plutôt que d'aller télécharger plusieurs applications. Et encore une fois, le livret d'accueil Yago, il n'y a pas de téléchargement d'application à faire, c'est consultable auprès du URL. Et derrière, on a lancé en fait tout ce qu'on a appelé le module mission, qui était en fait la préparation du logement. C'est-à-dire qu'avant, une fois que la réservation est faite, il faut que aussi que je puisse avoir une bonne conversation avec mes équipes de terrain, que ce soit des équipes internes, des équipes externes, pour justement les notifier en temps et en heure s'il y a un check-in à faire, un check-out à faire, une inspection ou un ménage en fin de séjour. Et derrière tout ça, voilà, le voyageur a évolué et on a permis en fait au property manager, on s'est aperçu que en fait, quand c'est ses propres biens, on récupère en fait l'intégralité de la nuitée. Dès qu'on commence à parler conciergerie, on ne récupère que 20% de la nuitée, puisque en fait, Mmh. c'est Ouais. le business model qui est basé là-dessus. Et en fait, pour maximiser son gain, on a permis en fait au property manager et d'augmenter un petit peu le panier moyen de chacune de ses réservations. C'est lui permettre de faire des ventes additionnelles. Et en fait, la vente Mmh. additionnelle, elle rentre dans l'expérience du voyageur. Je vais te mettre à disposition un kit bébé si je sais que tu viens avec des enfants. Je vais te Mmh. mettre à disposition un plateau de fruits de mer, un petit déjeuner, enfin tout ce qu'on peut imaginer, ou un plateau, un kit de bienvenue avec des produits locaux, encore une fois, pour promouvoir un petit peu le terroir, parce que il cherche aussi une immersion dans la région dans laquelle il vient séjourner. Et ce que l'on vend le plus souvent au travers nos différents logements, enfin procuration, c'est l'arrivée anticipée et le départ tardif. C'est ça, Ouais. quelque part, on n'a pas besoin de logistique. On va dire que c'est de l'argent un peu facile, mais on met à disposition. Alors, c'est de l'argent facile facilement, mais quelque part, ça demande aussi une organisation, Ouais, c'est justement, ça. sur le Parce que ménage. souvent les gens nous disent: «Oui, les upsells, c'est bien et cetera», mais c'est un cauchemar à mettre en place au niveau opérationnel. Alors, ça peut être un cauchemar. Et encore une fois, suivant les outils, suivant la technologie que l'on va avoir, ça va justement, nous, on est là pour fluidifier et processer un petit peu toutes ces tâches qui sont très rébarbatives et qui vous empêchent aussi à augmenter votre parc immobilier. Parce que Mmh. plus vous allez avoir de contraintes logistiques comme ça, moins vous allez pouvoir progresser dans vos nombres de logements. En fait, ce que l'on fait avec Tiago, si je prends un 360, j'ai un voyageur qui arrive, je lui propose avance, il a le livret d'accueil dès lors qu'il a réservé son séjour. Je vais lui proposer de venir plus tôt ou de partir plus tard. Je vais être notifié, donc la personne va être notifiée qu'effectivement, il y a un early check-in ou un late check-out qui va être demandé par le client, tout mis à validation. Effectivement, si tout le monde vous demande de partir tard et d'arriver tôt la même journée, vous n'allez pas pouvoir contenter tout le monde. Donc, c'est sujet à validation du PM. Lorsque le PM a validé, on a pris une empreinte du voyageur et on va pouvoir décaisser et le débiter de la vente de cette vente additionnelle. Et derrière, on va déclencher la notification à la femme de ménage comme quoi elle avait l'habitude de faire le ménage pour 16 heures. Mais là, exceptionnellement, comme il y a un early check-in, elle sera notifiée qu'il faut faire le ménage avant. Et par exemple, pour les codes de la Smart Lock, on va étendre ou restreindre Mmh. la période horaire justement par rapport à la vente additionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Yago est capable d'automatiser tout un tas de, euh, de tâches automatiques qui seraient à faire manuellement, basées sur justement l'optimisation des coûts et que ce soit pas l'organisation au-delà de l'upsell qui serait un frein à la mettre en place, mais justement avoir le bon outil qui nous permet de mettre ça en place beaucoup plus facilement. Ouais, non, 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 tout à fait et c'est vrai que pour éviter le cauchemar, il faut aller vers des outils qui vous permettent de faire ça très simplement et nous, c'est pas la première fois qu'on entend le coup du early check-in ou late check-out, et c'est vrai qu'on peut que vous recommander, Yago pour mettre, bah, ça en place, d'un point de vue, opérationnel et peut-être la dernière question que j'ai pour toi, concernant un petit peu le futur. Toi donc qui es, CEO, fondateur, de Yago, quel va être le prochain bond en avant, d'un point de vue technologique et que doit-on
à quoi doit-on se préparer un petit peu dans le futur, concernant voilà la technologie et les prochaines inventions, innovations? Alors, le prochain grand bond, je pense même que le bond est déjà initié. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une phase où ça a déjà commencé. Il faut pas en avoir peur, mais faut vraiment l'utiliser. Alors, encore une fois, nous, on a toujours eu un slogan depuis le départ. C'était, on a beau digitaliser, mais on ne va pas déshumaniser la relation avec le voyageur. C'est-à-dire qu'en fait, Yago, des outils comme Snowboo sont là pour vous aider à fluidifier un processus d'automatisation. Mais en fait, on n'est pas là. Et justement, vous dégagez du temps pour que la relation avec le voyageur soit une relation à valeur ajoutée Tout à fait. et d'avoir voilà, cette intimité avec le voyageur parce qu'il vient aussi pour avoir cet univers et pour discuter avec son PM. Demain, le challenge, c'est l'IA. En fait, c'est pas l'IA pour l'IA, c'est l'IA pour justement faciliter la relation avec le client parce que, en fait, si j'ai 10 logements et je passe à 20 logements, si j'ai une sollicitation de voyageur qui a accru, nous, on a vu dans les dernières années, le voyageur, en fait, il sollicite pour tout et pour rien et il veut sa réponse tout de suite. C'est-à-dire que Ouais. qu'il soit 22 heures, 23 heures, parce que aussi, il a l'habitude de l'hôtel où il y a toujours un concierge en bas qui est là 24 heures sur 24, un accueil, etc. Et lui pense qu'en arrivant dans une location courte durée, il va avoir exactement ce même service et ce même rapport avec celui qui lui a loué. On ne peut pas. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens, moi j'ai vu beaucoup de conciergeries qui se sont arrêtés parce qu'en fait, ils étaient au bout du rouleau, parce qu'en fait, ils se faisaient empiéter la vie privée par rapport à justement toutes ces sollicitations voyageurs qui étaient de plus en Mmh. plus nombreuses et constantes. Je pense que l'IA, enfin, je suis sûr que l'IA va permettre justement non plus de, tout à l'heure je le disais, le voyageur ne lit pas. Il ne lit pas, voilà, un tas de choses qu'on lui met à disposition. Aujourd'hui, le voyageur ne cherche pas non plus. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens qui jouaient des choses sur livret d'accueil Yago, fait du partage de guide, etc. Il y a encore des gens qui demandent l'information parce qu'ils ne l'ont pas. Pourquoi? Parce que Trop chercher compliqué. l'information, c'est trop compliqué. Et en fait, on s'aperçoit que ChatGPT va devenir demain nos moteurs de recherche. Les gens ne cherchent plus dans Google parce qu'il faut avoir la syntaxe, la sémantique pour aller chercher l'information. Aujourd'hui, le côté conversationnel d'une IA, c'est on lui pose une question, il va nous répondre. Et je pense que demain, et déjà aujourd'hui, j'ai de plus en plus de gens qui mettent en place l'IA justement dans la relation avec le client pour répondre le plus rapidement possible à une demande. Et nous, on a mis en place aussi qu'on appelle un mode detection, c'est-à-dire que dans le flow des réservations que tu peux avoir dans le futur et dans le flow des demandes que peuvent avoir tes voyageurs, quel est le plus pressé, quel est le plus insatisfait, quel est le Ah plus... Voilà, celui qui va te demander une priorité accrue pour la réponse. Donc, on est capable de détecter aujourd'hui si quelqu'un est dans un mood méchant. ah. Et Mmh. c'est aussi pour désamorcer la future bombe, parce que la future Ouais. bombe, c'est quoi? C'est la finalité de la mauvaise note, qui fait que si tu ne l'as pas anticipé, tu peux l'anticiper en donnant un petit discount, en donnant justement un upsell. Bah écoute, oui, voilà, t'es pas content parce que effectivement, tu nous reproches d'avoir quelque chose. Bah écoute, je te permets de rester 2 heures de plus. Je te fais un late checkout, je te le donne, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est un geste commercial. Ça Mmh. permet aussi de désamorcer tout ça. Je pense que notre avenir proche, c'est la mise en place de l'IA pour répondre à n'importe quelle heure et à n'importe quelle sollicitation, la réponse que le voyageur attend à ce moment-là. C'est très important et je crois que tout le monde l'a saisi que ça allait être l'IA et je crois que les applications commencent un peu à voir le jour et on est un petit peu en train de voir ce qui va pouvoir se passer et comme tu dis, je crois que c'est primordial de rappeler que le but de toutes ces automatisations, c'est pas de déshumaniser la relation, mais juste tout simplement de vous dégager plus de temps pour ensuite pouvoir, in fine, eh bien, passer peut-être plus de temps avec vos clients sur des moments qui comptent et pas juste pour répéter pour la 17e, 1000 fois de l'année où se trouve, le restaurant, italien, sympa du coin, où est-ce qu'on peut extraire la voiture, Est-ce que la machine à café est une espresso ou une Dolce Gusto pour que je puisse récupérer, Non, tout à fait. Mais après, c'est vrai qu'il y a un truc, moi, surtout sur, je pense qu'il faut aussi prendre chaque question de voyageur comme une petite défaite et essayer de se demander comment je peux faire pour la prochaine fois.
eh bien, avoir cette information disponible pour eux. Alors, c'est vrai qu'on peut jamais empêcher que les clients, ne veuillent pas chercher et cetera. On peut pas satisfaire tout le monde. Mais il faut aussi, on a beaucoup de canaux de conversation avec les gens. Ça peut être le mail, ça peut être le SMS, ça peut être WhatsApp, ça peut être, l'application Airbnb, ça peut être, on peut imaginer plein de choses. Ça peut être un bout de papier, laissé physiquement dans l'application, dans la maison, pardon. Ça peut être des QR codes et cetera. On peut faire plein de trucs, et je crois que c'est très important d'analyser tout ça, pour in fine, s'assurer que les clients, n'aient pas à vous demander quelque chose, quoi. Ça reste quand même le but ultime, c'est que le client n'ait pas à demander à la conciergerie de l'hôtel ou au property manager ou au propriétaire n'importe quoi, puisqu'il sait déjà comment ça marche parce que tout est très intuitif et c'est un vœu pieux, mais je crois que c'est là où on doit aller. Donc en résumé, quelques petits conseils pratiques. Je crois qu'on a un petit peu passé le temps comme d'hab, mais je pense que c'était très intéressant. Quelques conseils pratiques donc pour rester compétitif dans cet univers qui devient de plus en plus, compliqué et saturé. Alors, on vous les met là comme ça, mais comprenez, analysez l'évolution des comportements des voyageurs, ça c'est très important. Heu, Regardez ce qui se passe autour de vous. Vous avez la chance, c'est que tout le monde peut aller sur Airbnb, tout le monde peut aller sur Booking.com, tout le monde peut aller regarder ce que font les gens, dans votre gamme de prix, les gens qui sont dans votre quartier ou qui sont dans votre région, dans votre ville et cetera, ce qui peut appliquer à votre cas de figure. Donc analysez-les, regardez ce qu'ils font, essayez de les comprendre. Réagissez rapidement aux nouvelles réservations, aux évolutions du marché. Il y a des milliers d'outils maintenant de, revenus. Alors on appelle ça les RMS, hein, les Revenue Management, Solutions. Donc vous allez, avoir des price labs. Smoobu propose même son propre outil, nativement maintenant. Heu, Allez, utiliser ce genre d'outil pour rester vraiment on top, de toutes les dernières réservations, les derniers mouvements du marché. Tu nous as beaucoup parlé, David, d'investir dans la visibilité de notre marque et de faire notre propre marque. Heu, je crois que ça passe déjà parce qu'on avait des questions un peu dans le chat, comment faire, pour mettre ça en place? Je dirais que la première chose, c'est quand même de regarder ce qui se fait autour de vous et de vous inspirer de la région où vous êtes et tout ça peut vous aider à comment dire? À construire votre marque et sinon, j'ai envie de dire, n'hésitez pas non plus, il y a beaucoup de consultants sur internet qui sont très, très, très capables de le faire, qui peuvent vous aider aussi à vous guider en termes marketing, vers la voie, qui peut marcher, qui peut avoir un sens, dans votre ville, région et cetera. Donc, n'hésitez pas, voilà, à regarder un peu ce qui se fait, prendre, et heu et comment dire? Demander aussi de l'aide à des professionnels du marketing, qui pourront vous aider à eh bien, faire un beau site internet et avoir une image de marque cohérente par rapport aux services que vous proposez et par rapport à votre logement. Création de contenu, tarification, communication grâce à l'IA et puis, tester des outils qui font gagner du temps et permettent de réduire les tâches manuelles. Je pense que, ce que tu nous as raconté par rapport aux upsells, et la possibilité donc du coup d'avoir cette automatisation ensuite des codes de votre serrure automatique et puis la communication avec votre équipe sur le terrain. Je crois que c'est très, très important ce que tu nous as dit aujourd'hui, David et ça permet de comment dire? De grappiller un petit peu, sur les réservations, existantes pour finalement peut-être avoir moins de réservations à la fin de l'année, mais continuer à augmenter ses, revenus et on a Jacques qui nous dit: «C'est très bien d'avoir une marque, mais cela ne sert à rien si elle n'est pas placée à la meilleure place sur le meilleur rayon». Alors, il est évident que, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, avant de commencer à faire une marque, il faut être bon sur les plateformes. Il faut s'assurer d'être, alors Airbnb a mis son, en français, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais le guest favorite où on a les lauriers là sur Airbnb quand vous êtes le favori des voyageurs, j'imagine. Booking.com, il faut avoir une bonne note aussi parce que c'est vrai que si vous êtes noyé dans les algorithmes, ça peut être, comment dire? Très, très, très dur de ressortir. J'ai une approche assez drastique à ce niveau-là. Je vous dirais si votre logement ne performe pas bien sur les plateformes, déjà, essayez de comprendre ce qui se passe. Airbnb nous donne plein, 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 par exemple, pour parler d'Airbnb, hein, Airbnb vous donne beaucoup d'informations là-dessus, parce que quand les voyageurs vous laissent une note, ils ont la possibilité de détailler assez facilement assez, en profondeur la note. Donc déjà, regardez ce qui marche pas et si vraiment ça ne marche pas avec votre logement, parce que vous dites: «Non, mais je suis en 12e page, où il faut vraiment scroll down pour me trouver et cetera. J'apparais pas sur la carte, il faut vraiment zoomer sur la carte pour vraiment», recommencer.
recommencez, refaites un logement, remettez le même, changez les photos, changez le nom, changez tout, refaites un logement et repartez de bon pied. Mettez, les new listing promotion, les promotions de nouveaux listings sur Airbnb qui vous donnent, 20 et qui vous donnent un bon boost sur l'algorithme et repartez de 0. Si l'algorithme vous a flagué comme étant un logement de mauvaise qualité, heu, vous vous battez certainement contre des moulins. Donc voilà et regardez ce que disent les clients. Regardez ce que disent les clients. Si vous arrivez à améliorer les points, cruciaux et que vous disent les clients, vous aurez très certainement, plus de succès et ensuite, une fois que vous avez votre logement sur les plateformes, vous ne pouvez il y a énormément de gens qui recherchent le logement direct, et ça, c'est vraiment pas quelque chose, on n'est pas en train de vous dire, la recette du Coca-Cola, quoi. C'est quelque chose d'assez simple, mais c'est vrai que, David, il y a beaucoup de gens qui font leurs courses sur Airbnb, mais terminent, à faire le check-out, sur le site Et c'est personnel là de la où personne. c'est là où la distinction, soit du nom de la marque, soit du nom du logement, et d'avoir une cohérence dans le si on a un parc locatif, heu, plus on aura de distinction et de quelque chose qui nous décorrèle du reste du monde, plus les gens auront une facilité de nous trouver ailleurs et plus les gens, effectivement, comme tu le disais, commencent leurs courses, au supermarché pour finir, heu, à l'épicier du coin parce que, effectivement, ils ont vu exactement ce dont, ce qu'ils voulaient. Et je pense que d'avoir, voilà, ce que je disais, petit studio, proche de la gare avec, Wi-Fi et Netflix, ça suffit plus. Mais s'il s'appelle, le Cocon Doré, ben, on se rappellera du Cocon Doré et on va chercher le Cocon Doré et peut-être on va le trouver, sur un petit site internet et on aura économisé, les 15 de commission, que nous prennent, les différents hôtels. Non, non, tout à fait, tout à fait, tout à fait et ça, c'est quelque chose qui a toujours marché et qui marchera toujours, parce que, alors moi, je vous encourage pas forcément de le faire parce que on travaille avec les hôtels, on a des très bonnes relations avec eux et c'est vrai que la réservation directe, il peut y avoir d'autres problèmes logistiques à traiter que vous n'avez pas à faire quand vous êtes, sur les OTA, donc ça, c'est tout un autre sujet. Mais c'est vrai au niveau si c'est pour économiser, 2-3 € de commissions qui sont, à la fin de l'année, extrêmement chers, hein. Quand on regarde, c'est vrai, à la fin de l'année, quand on laisse 15 de son business, à l'année, ça fait mal. Donc voilà, il y a moyen d'optimiser et puis ensuite, c'est vrai que tous les outils d'automatisation permettent aussi derrière et bien de, comment dire? De peut-être essayer de fidéliser les clients et comme tu l'expliquais très justement, peut-être qu'on fidélise pas telle personne, mais on a peut-être Directement. fidélisé son entourage derrière qui va pas hésiter à revenir, dans un logement où tout s'est bien passé. Parce que les gens parlent et il faut pas sous-estimer, il faut jamais sous-estimer quand on vend, quand on est dans le commerce, l'envie qu'ont les gens de montrer qu'ils ont fait une bonne affaire, d'avoir eu un séjour exceptionnel ou une expérience exceptionnelle et ça, c'est pas juste dans l'LCD, c'est vraiment partout. Les gens sont en général très, très contents d'impressionner leurs amis, leur famille, d'avoir fait un super séjour, un super prix avec un super hôte et une superbe vue sur la mer ou une superbe vue sur les pistes et cetera. Donc, faut vraiment pas sous-estimer cette partie, humaine de la vente parce que in fine, ça reste quand même un métier où, on touche à l'humain, et la psychologie, Et en général, quoi. on est bien placé pour le savoir que, c'est souvent nos propres clients qui sont nos meilleurs ambassadeurs. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah, écoute, merci David C'est bon. pour ton temps, pour cette conclusion et comment on peut retrouver, Yago? Comment on peut faire pour suivre? On vous a mis juste en bas déjà avant que je l'oublie, on vous a mis un petit sujet où vous pouvez donner votre avis sur, ce que vous avez pensé de cette petite interview de David et David, comment peut-on te retrouver peut-être sur les réseaux et comment on retrouve Et ben, Yago on me exactement? retrouve, sur les réseaux LinkedIn, sur le réseau Instagram, mais principalement sur www.yago.com, YAAGO, donc YAAGO.com. Voilà et vous le retrouvez sinon directement depuis la La marketplace, marketplace. Smoobu où vous Exactement. aurez, toutes les informations nécessaires, sur Yago. On a la chance d'avoir vraiment une synchronisation en temps réel, et ça va très, très vite. Toutes les informations, partent très, très vite entre nos serveurs et les vôtres. Donc, vous avez une synchronisation vraiment en temps réel, qui vous permet, eh bien, de communiquer avec vos clients de manière plus efficace, de s'assurer d'avoir des réservations avec les meilleures notes possibles et évidemment de commencer vous aussi à faire des upsells pour peut-être, eh bien, gagner plus d'argent par nuitée pour contrecarrer,
eh bien, cette, peut-être, la stagnation un petit peu du marché, du tourisme en France. Merci de nous avoir suivis, vraiment très, très sympa. Vous étiez Merci. encore très nombreux et vous recevrez, très vite dans, votre boîte mail l'enregistrement complet si jamais vous n'avez pas pu, suivre le début, la fin, le milieu, peu importe, vous retrouverez tout ça dans votre boîte mail. Merci à tous et à très Merci. vite. Merci à tous. Au revoir.